Bonsoir à tous. À peine démarrée, l'année 2020 se dévoile sous un ciel funeste. Le décès d'un brillant avocat dans des circonstances troubles à l'hôpital et le meurtre d'un jeune enseignant sur le campus d'un lycée à Yaoundé. Des scènes dramatiques et insoutenables qui soulèvent une vague d'indignation à travers le pays. Comment en est-on arrivé à ce niveau de violence meurtrière, délinquance juvénile et consommation de la drogue en milieu scolaire? Qu'est-ce qui explique le décès brusque d'un avocat durant la phase liminaire d'un acte chirurgical sur son bras fracturé? L'insécurité a-t-elle pris ses quartiers dans les hôpitaux et sur les campus scolaires? Au-delà de ces préoccupations, l'enlisement de la crise anglophone continue de cristalliser l'intérêt de l'opinion publique nationale et internationale. Après une avalanche de critiques, le gouvernement est sorti de sa réserve pour défendre les innovations en matière d'autonomisation des collectivités territoriales décentralisées, inscrites dans la loi récemment adoptée lors d'une session extraordinaire du Parlement pour le président de la République, Paul Biya. Ces mécanismes de décentralisation et le statut spécial des régions anglophones répondent amplement aux attentes des populations et conscient de la persistance des violences meurtrières, le chef de l'État du Cameroun a renforcé le dispositif sécuritaire et exhorté les populations à voter le 9 février prochain, jour d'élections législatives et municipales au Cameroun. Cependant, le schéma d'organisation du grand dialogue national, le choix des acteurs, l'élaboration des thèmes et l'adoption des recommandations ont-ils vraiment permis au peuple camerounais d'exprimer sa volonté de vivre dans un Cameroun nouveau? Ce code de collectivité territoriale décentralisée est-il la matérialisation d'un système de gouvernance capable d'impulser le développement local tant attendu par les Camerounais? Pour en parler, nous recevons ce soir un UPCiste fondamentaliste, chirurgien orthopédiste, enseignant d'université et homme politique, le professeur Jean Baïbek. Bonsoir. Bonsoir Cédric et meilleurs vœux à vous. Meilleurs vœux également à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation en cette deuxième semaine, pratiquement troisième semaine de l'année 2020. Pour mener à bien cet entretien avec vous, je suis en compagnie de Jonathan Babila. Jonathan, good evening. Good evening, Cedric. Thanks, dear viewers, for joining us on this edition of La Vérité en Face. Prof, you're welcome to the program. Thank you. Happy New Year to you. Thank you. Et juste à côté de vous, Jonathan, Duval Fangwa. Bonsoir, Duval. Bonsoir, Cédric. Bonsoir à l'invité, le professeur Jean Baïbek. Bonsoir, Gérald. Et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Professeur Jean Baïbek, il y a une clameur au sein de l'opinion publique après le décès brusque d'un célèbre avocat, Maître Sylvain Swap, membre du Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun. Décès survenu dans des circonstances encore non élucidées. Selon ses proches, le pire s'est produit lors d'une anesthésie précédant un acte chirurgical sur son bras fracturé. Votre première réaction lorsque vous apprenez cette nouvelle, cette disparition brusque de cet avocat? En tant que compatriote, c'est une réaction de douleur. Je ne le connais pas personnellement, mais mourir dans des circonstances comme celle-là, quelque chose de rare, évidemment ça fait très mal et je profite pour présenter mes condoléances à cette famille que je ne connais pas. Et en tant que ce que j'espère être dans les esprits des uns et des autres, je peux dire aux Camerounais qu'il faut que nous comprenions tous que nous n'inventons pas le monde. Ce qui est arrivé là, la réaction des Camerounais est uniformément la réaction historique de tous les peuples quand des choses comme ça arrivent. Pour 3 ou 4 raisons. D'abord, c'est rare qu'à cet âge, on meurt, comme on dit, au début d'une intervention chirurgicale de façon brutale, c'est rare. Deuxièmement, c'est souvent suspect. Parce que dans notre pays, on va plus loin. Si ça arrive, la loi est très dure. Elle dit personne ne bouge là tant que le procureur de garde ne vient pas. Moi, j'ai travaillé dans un pays comme ça 4 ans. J'étais étudiant en postdoctoral. On ne bougeait pas. Le service de garde appelle le procureur parce qu'il y en a toujours un de garde qui vient avec une cohorte d'officiers de police judiciaire.
ils font les premiers constats, le premier prélèvement, l'examen, et vous interrogent. Et c'est seulement à ce moment-là, c'est eux qui ils prennent tous vos papiers. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on autorise à emballer le corps. Donc, c'est comme ça dans tout le monde entier. Et les journalistes s'en mêlent, et les avocats s'en mêlent. Donc, cette réaction est normale. Que visaient ces mécanismes-là? Ces mécanismes d'intervention du procureur et puis cette cohorte d'officiers judiciaires, c'est dans quel objectif? On va arriver là. On va arriver là. Moi, je ne connais pas ce malade. Je ne travaille pas au Curie, dans cet hôpital-là. Je ne peux pas prétendre le connaître. Mais ce que je vais dire, c'est que pour répondre à votre question, c'est pour éclairer la famille si durement éprouvée. Pour dire que pour avoir la manifestation de la vérité, ils doivent demander à avoir accès à 7 éléments classiques. C'est dans ces 7 éléments-là qu'on va trouver la vérité de ce qui s'est passé. Premier élément, la liasse des examens préopératoires qu'on lui a fait faire. Il y a une liasse d'examens, dont l'écho du cœur, la radio du poumon, les examens de sang. Deuxième élément, le rapport d'examen avant l'anesthésie que l'anesthésie lui a fait. Parce qu'avant de l'amener au bloc, avant de dire que oui, je vais l'endormir, l'anesthésie l'a examiné nécessairement. Et il fait une conclusion. Dans cette conclusion, je peux vous le dire parce que en tant qu'expert, j'ai plus de 20 ans de chirurgie, mais j'opérais 10 ans avant, donc j'ai 30 ans d'exercice. Il conclut, il classe le risque de ASA 1 à ASA 5. C'est comme ça que les anesthésistes parlent. Quels sont les enjeux ASA, c'est American Society of Anesthesia. C'est la classification de ces structures qu'on utilise. ASA 1, c'est le risque presque 0. Mais comme 0 n'existe pas, on met 1. Et le pire risque, c'est ASA 5. Donc il y a une classification et le OK. Et puis le type d'anesthésie qu'il va faire, c'est dans ce fiche-là. Par exemple, je prends grosso modo, pour un jeune de 40 ans, qui n'a pas d'histoire médicale, qui n'a que ce qu'on a vu là, ce qu'on dit là, une fracture, il risque, qui n'a pas une autopathie, il risque d'être ASA 1. Mais si la même fracture, vous la mettez sur un homme de 75 ans, qui a en même temps, il y a un mois avant, il a eu une fracture du myocarde, il lui est ASA 5 pour son âge et son infarctus ou son AVC. Ou à le risque. Voilà. Donc il y aura cette fiche. Troisième élément, la fiche d'anesthésie. Parce que dès que le malade entre au bloc opératoire, pour commencer l'anesthésie, on ouvre une fiche qui enregistre tout ce qu'on fait sur lui et comment elle évolue. Avec le temps, sa conscience, comment il fait, on l'endort, le pouls, la pression, il y a une fiche et tous les événements. Mais quatrième élément, l'enregistrement du moniteur. Parce qu'il y a un moniteur qui lui enregistre, il y a deux enregistrements, l'enregistrement humain sur la fiche et l'enregistrement automatique du moniteur. Et le moniteur, lui, il a même l'électrocardiogramme. Donc, si comme la rumeur dit il y a eu un arrêt cardiaque, on voit au moment où, sur cet enregistrement, au moment où le corps commence à avoir des problèmes, comment il se comporte, comment il fait, jusqu'au moment où il arrête, on voit. Un bon cardiologue va leur dire. C'est à eux de le choisir. Cinquième élément, le rapport de l'autopsie. Ils doivent demander une autopsie. Sixième élément, qui va dire, par exemple, l'autopsie va dire, il a fait un AVC parce que quand on a ouvert le crâne, on a trouvé du sang, le cerveau était inondé. Ou bien, quand on a ouvert le cœur, on a trouvé que le corps était nécrosé, c'est-à-dire mort. Et voilà la lame. On va par exemple dire. Sixième élément, le rapport d'enquête d'au moins 5 personnes qui étaient dans le bloc opératoire. Parce qu'un bloc opératoire de ce niveau-là, a au moins 5 personnes au moment de l'accident. 2 du côté de l'anesthésie, l'anesthésiste, le médecin anesthésiste et son technicien aide, le chirurgien qui va opérer et son technicien
qui l'aide, et puis maintenant une personne qui tourne. Il y a au moins 5 personnes. Donc, certaines personnes doivent être interrogées par les officiers de police judiciaire. Et puis, sixièmement, ou septièmement, on va dire le rapport de son médecin traitant habituel, qui va dire est-ce qu'il avait une santé d'enfer, ou bien il avait souvent le palais ou autre chose. Et enfin, un rapport qui synthétise tout ça. C'est dans ça que la famille va trouver la vérité. Sur la question de l'anesthésie principalement, puisque c'est de là qu'est partie la nouvelle de sa disparition, quels sont les risques lorsqu'on doit pratiquer une anesthésie précédant un acte chirurgical? Quels sont les différents risques qui peuvent exister? Est-ce que ces risques peuvent conduire au décès d'un patient? Si oui, dans quelles circonstances? Je ne veux pas parler d'un dossier que je ne connais pas. Non, je parle de façon générale, pas sur ce dossier précis, de façon générale. Je suis quelqu'un qui a un minimum de rigueur. Je veux parler de ce qu'on ne connaît pas. Mais, si vous voulez, le problème des risques, dans ces circonstances, nous, en tant que chirurgiens, on a à peu près 3 catégories de risques. Et il y a on peut commencer par le plus, et il y a des risques qui entraînent énormément de controverses, et d'autres que l'on va dire des risques qui permettent le mieux à la famille de faire le deuil. Ces risques-là, c'est ce qu'on va appeler les risques spontanés au hasard, indépendants, qui sont presque indépendants de ce qui se passe là. C'est-à-dire, ils sont indépendants de l'anesthésie et même indépendants de la chirurgie. Vous savez que nous sommes capables de faire un infarctus du myocarde en dormant, ce qu'on appelle la crise cardiaque. Nous pouvons aller nous coucher. Et le matin, la première personne qui vient nous chercher se rend compte qu'on est mort. Ou notre épouse. Vous savez ça? Vous avez jamais entendu ça? Si. Vous avez entendu ça. La même pour l'AVC. On peut faire un AVC en faisant presque rien. Alors, vous m'avez dit, oui, on peut faire un infarctus en dormant. Si l'on peut faire un infarctus en dormant, est-ce qu'au moins théoriquement, on peut aussi le faire? Il y a quand même une probabilité qu'on le fasse par hasard exactement au moment où on entre au bloc. Vous comprenez? C'est ça que j'appelle la meilleure hypothèse que l'on peut espérer. Qu'il n'y a rien eu d'autre. Il n'y a pas erreur médicale. Parce que c'est possible. C'est-à-dire un acte involontaire, mais mortel. Ou bien faute médicale. C'est-à-dire un acte mortel, mais volontaire. Et ça, c'est grave. S'il est volontaire, bien, il peut aussi avoir l'inconnu. Et parfois les associations. Voilà ce que l'on peut dire en termes des risques. Mais le risque zéro n'existe pas. C'est pourquoi, avant de se prononcer, on n'a pas le droit de se prononcer si on ne connaît pas les 7 rapports d'analyse que je vous ai donnés au début. Il faut qu'on ait tous ces rapports d'analyse. En tout cas, moi, en tant qu'aucun leader d'opinion n'a le droit de se prononcer sans connaître les 7 rapports d'analyse. Et c'est sur la 7 rapports d'analyse qui fait donc un rapport de synthèse et ça fait une opinion sérieuse. Prof, talking about the administration of anesthesia, when a surgery is supposed to be carried out on a part of your body, like the hand, in the case of Barrister Silvan's work, should the anesthesia be administered on the whole body, or it can be administered just on the part of the body that will undergo the surgery? Because in his case, it was apparently administered on the whole body. Avant de répondre à votre question, je dois vous répondre, je dois vous rassurer. L'école d'anesthésie camerounaise, qui a copié l'école d'anesthésie française,
et qui fut fondée, paix à son âme, par le professeur Simon Moyo, qui a été énormément aidé par le professeur Binam, qui elle est vivante, elle est à la retraite, a été l'une de nos meilleures écoles postdoctorales. Les anesthésistes camerounais sont bien formés. Aussi bien les médecins anesthésistes que les techniciens d'anesthésie. Et on va même plus loin. Ils avaient réussi à former même sur le tas les techniciens d'anesthésie qui parviennent à un niveau très bas. Mais l'erreur humaine est possible. Maintenant, pour revenir à la question de Babila, moi je ne suis pas anesthésiste, mais comme nous opérons toujours avec les anesthésistes, la question qu'il pose, il dit, est-ce que pour faire l'ostéosynthèse du bras, pour traiter le bras, on doit nécessairement faire l'anesthésie générale? C'est le mot nécessairement qui est le problème. Il y a des techniques pour anesthésier rien que le bras. On appelle ça le bloc. Mais c'est exigeant. Ça demande l'expérience. Quand je l'ai vu faire, c'est souvent des anesthésistes que l'un des meilleurs, parce qu'à mon âge, la médecine est comme ça. J'opère avec des anesthésistes qui ont mon âge, à peu près, ou quelques années moins que moi. C'est eux qui arrivent à le faire. Les jeunes, c'est souvent plus dur. Et je peux d'ailleurs vous dire qu'à mon observation, 1 ou 2 fois sur 5, ça ne marche pas. Il passe à l'anesthésie générale qui est comme les voitures et les avions. L'impression, c'est que l'accident en avion ne pardonne pas. Mais au total, quand on fait des études, le risque en avion est plusieurs fois plus faible que le risque en voiture. Et ils le disent, et nous on les observe. Les risques d'anesthésie générale sont finalement les moindres risques. On ne va pas entrer dans cette... En tout cas, pour clarifier la question, est-ce que on devait faire l'anesthésie, le bloc axillaire, c'est comme ça qu'ils appellent cette technique, ou bien l'anesthésie générale? La deuxième piste que je vous ai donnée, vous n'avez pas voulu retenir ça. J'aurais dit, si la famille est en train de me suivre, il faut noter les 6 rapports d'analyse. La deuxième piste, et donc le deuxième rapport d'analyse, l'examen pré-anesthésiste, je vous ai dit qu'il termine en disant, le malade est un risque, hasard 1, hasard 2 ou hasard 5, jusqu'à 5. Première chose. Deuxième, je vais lui faire tel type d'anesthésie. Il a justifié et j'ai besoin de telle chose. Il a des arguments qui dépendent de l'alias des examens qu'il a analysés et de l'examen, pas son examen, j'affiche là, à l'examen du cœur avec le stéthoscope, l'examen des poumons, l'examen avec ses yeux et ses mains, comment se porte le malade. Il parle même avec le malade et le malade choisi. Entre les deux, c'est comme un contrat ce qu'ils veulent faire. Il lui explique les risques. Et donc, tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas dire que la faute vient de là. Mais professeur, sur Le process que vous avez décrit, le protocole que vous avez décrit, est-ce que c'est un protocole standard? Je veux dire, est-ce que c'est un standard international ou ça peut varier d'un pays à un autre? Le professeur Simon Moyo est un monsieur difficile. Mais dans l'enseignement de l'anesthésie, il avait tellement bien organisé son école. Vous savez, j'y ai fait 6 mois, parce que pour notre curriculum de chirurgien, on me demandait à faire 6 mois. J'ai failli faire 6 mois, je n'ai pas fait 6 mois, j'ai fait 1 mois. Parce que je suis arrivé, l'un de ses collègues, c'était Ignat Georges. Un Ignat, il est de la famille d'Ignat. Genre, on va voir ça chez lui. Et puis il a vite dit au chirurgien qu'il ne dure pas ici. Je ne sais pas pourquoi, lui seul sait pourquoi. Donc je les connais un peu.
Le protocole, effectivement, est mondial. Les anesthésistes du Cameroun pratiquent l'anesthésie selon les normes mondiales. Ce n'est pas du corporatisme. Ce n'est pas le soutien aveugle à mes confrères anesthésistes. C'est un groupe sérieux. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne sait pas passer les choses. Sinon, je ne vous ai pas donné les 6 pistes que la famille et même les avocats, parce que les avocats vont en faire leur affaire. C'était un ténor du MRC. Le MRC va en faire son affaire. À mon avis, du côté de l'État, qui doit monter patte blanche, il doit même pouvoir laisser les 3 groupes, la famille, les avocats, les MRC, chacun faire sa commission d'enquête et ordonner au curie de mettre à leur disposition les 6 dossiers dont j'ai parlé dans leur authenticité et leur permettre de faire des photocopies. Dans les réactions du gouvernement, il y a une première, celle du ministre délégué auprès du ministre de la Justice, qui sur son compte Facebook a demandé d'arrêter de politiser la douloureuse disparition de Maître Sylvain Swop. Il a déclaré que son confrère a eu une fracture du fémur qui remontait jusqu'à l'épaule et qu'il est lui-même venu au bloc sur ses 2 pieds. Après avoir passé tous les examens, à peine a-t-on commencé l'anesthésie que son cœur s'est arrêté. Conclut ainsi ce ministre sur son compte Facebook, commentant ainsi une position qu'avait prise Maître Emmanuel Pincy. Comment vous appréciez une telle sortie? La première chose que je voudrais dire à une telle sortie, c'est à nos compatriotes de l'autre côté du RDPC de comprendre que l'une des choses que nous devons retenir du président Biya, qu'il prétend tout soutenir, qui est positive, c'est la réserve. Il ne faut pas courir. Parce que s'il a dit ça, ça veut dire qu'il a déjà lui assumé et fait assumer au gouvernement l'hypothèse d'une faute médicale. C'est ça que ça veut dire. Lis bien ce qu'il a dit. Je rappelle, à peine avait-on commencé l'anesthésie que son cœur s'est arrêté. Comment son corps s'est arrêté tout seul après l'injection d'un produit? Quel produit? Quelle dose? Pourquoi il fonce comme ça? Il ne pouvait pas attendre un peu. But that's why the lawyers... Vous comprenez la question que ça entraîne? The lawyers are suspecting... C'est-à-dire qu'il dit, il court pour dire que c'est une erreur médicale. Vous imaginez comment les avocats vont s'engouffrer dedans? Comment on va faire maintenant? Ce n'est peut-être pourtant pas son intention au moment où il fait ce poste-là. Mais qui copie au moins l'habitude de leur mentor? Est-ce que le Biya court pour parler? Pourquoi il court? Il est le porte-parole. Il est le ministre de la Santé. Moi, je ne voudrais pas mettre des gens mal à l'aise parce que la famille ou les défendeurs de mort croient que je suis de ceux qui sont supposés soupçonnés de vouloir couvrir. Lui, il a déjà dit que c'est une erreur médicale. Donc, il exclut ce que je vous ai dit. Il exclut les infarctus qui arrivent quand nous dormons. Lui, il enlève ça. Il a déjà exclu ça. Ou bien, comment il va faire pour introduire ça maintenant avec les avocats? Parce qu'il faut savoir que les avocats, c'est une race qui n'est pas facile à gérer. Donc pour moi, il a trop vite parlé. Moi, j'attends les 7 rapports d'analyse que je vous ai dit. Et ce dimanche... Avant de dire quoi que ce soit.
Et ce dimanche, le ministre de la Santé publique, Dr Manao Damalaché, a annoncé sur son compte Twitter l'ouverture d'une enquête administrative et la saisine de l'Ordre national des médecins pour connaître les circonstances exactes de cette importante perte. Le ministre de la Santé publique a adressé ses sincères condoléances à la famille. Sur cette démarche, le ministre de la Santé publique qui annonce une ouverture d'une enquête administrative et la saisine de l'Ordre des médecins pour voir plus clair sur les circonstances de la disparition de Maître Sylvain Swap, comment appréciez-vous la démarche? Elle paraît plus sage, professeur. Puisque tu le dis. Puisque tu le dis, alors qu'il est plus jeune. Mais je souhaite seulement qu'il comprenne pour montrer que le gouvernement, que l'État montre patte blanche dans l'affaire, qu'on complète l'équipe des enquêteurs ou bien qu'on laisse les OPJ enquêter. Ceux qui savent interroger doivent bien interroger les 5 personnes au moins qui étaient dans la salle. Il faut les interroger, personne par personne. Il faut en même temps interroger les 7 experts qui vont faire les 7 rapports d'analyse. Parce que par exemple l'autopsie, c'est un anapathe qui va faire l'autopsie, c'est son rapport. L'enregistrement du SCOP, vous connaissez les affaires du SCOP, vous connaissez l'affaire des 18 minutes de trou dans le Watergate. L'affaire du Watergate avait 18 minutes de trou dans les enregistrements. Ok? Hein? Parce que le SCOP, lui, ne peut pas. Je veux dire qu'il y a une fiche d'anesthésie qui est le 3e élément. L'anesthésie le remplit lui-même ou son aide. C'est humain. Mais le SCOP, c'est automatique. Une espèce de boîte noire. Oui, c'est automatique. Donc là, il n'y a pas moyen de manipuler. Les deux doivent être cohérents. S'il n'y a pas cohérence, il y a suspicion. Je ne sais pas si on se comprend là. Donc la famille doit bien noter ça. Les avocats doivent bien noter ça, éventuellement MRC, parce qu'on ne sait pas si la famille veut que le secret médical, la vie privée du docteur soit aille en public. Il faut respecter les familles. Si les familles ne désirent pas, on s'en tient à ça. Mais si les familles veulent ouvrir, elles vont ouvrir elles-mêmes. Parce que même la commission, qu'elle soit celle du MRC, qu'elle soit celle des avocats, elle devra avoir l'assentiment de la famille. Et sur le fait que l'ordre de la famille s'est auto-saisi. Pardon? Sur le fait que l'ordre des médecins se soit auto-saisi pour mettre sur pied une commission constituée d'éminents spécialistes, comment appréciez-vous cette attitude de l'ordre des médecins du Cameroun de vouloir clarifier sur le plan technique les circonstances ayant entraîné ce drame? En réalité, le problème, c'est que, à cause de notre développement historique, nous n'avons pas une loi sur la mort subite ou bien la mort au bloc opératoire. Dans d'autres pays qui sont plus avancés historiquement que nous, ils ont déjà une loi qui clarifie la procédure qui doit faire ça. Donc on est dans une situation où on va un peu dans tous les sens. C'est pourquoi nous devons être indulgents, savoir que nous construisons aussi notre pays, on profite, on évite les dégâts le plus possible, mais à chaque fois que quelque chose nous arrive, on en profite pour faire la loi. Quand vous parlez de cette loi-là, il s'agit, je veux dire quoi? C'est-à-dire que la loi qui dit que lorsqu'un décès arrive, eux, ils ont ceci. Lorsqu'un décès arrive au bloc opératoire, sauf si ça a changé, à Genève, à l'État de Genève, c'est de là que je parlais, je dis que personne ne bouge. Okay. On annonce au procureur. Et il y a toujours un procureur de garde avec une cohorte des OPJ. Je pense qu'à Yaoundé, nous avons déjà aussi un procureur de garde. Comme j'ai fait beaucoup de procès ces derniers temps, je le sais. Mais je ne sais pas s'il a la cohorte d'OPJ. Et donc, vous ne bougez pas. Lui, il vient avec sa cohorte d'OPJ. Ils prennent donc la fiche d'anesthésie là. Ils prennent la liste des examens là. Ils prennent l'examen physique de l'anesthésie, le 3e élément. Ils prennent le scope là, ils vont avec. C'est eux-mêmes qui vont aller imprimer
le truc. Vous comprenez? Donc, ils excluent toute possibilité de manipulation. Et ils vous interrogent là, si vous avez manipulé avant qu'il n'arrive. Ils confondent. Ils ont moyen de savoir si vous mentez. Parce que la vérité à ceci, comme disent les avocats, les faits sont têtus. En interrogeant plusieurs personnes, vous êtes entré à quelle heure, qu'est-ce qui s'est passé? Si personne ne ment, on va dire la même chose. Mais quand on commence à dire des choses contradictoires, ça veut dire qu'il y a tricherie. Et c'est seulement à ce moment qu'il vous libère. Donc nous n'avons probablement pas ça. Dans ces conditions, l'ordre du médecin va donner un truc, Maître Momo, ça on va dire comme ça, et puis c'est dans tous les sens. Ce n'est la faute de personne, c'est la faute de l'histoire. Il faut aussi savoir que nous avons un pays en tant que république en construction. Nous avons été un pays qui est laissé longtemps dans la traite négrière, dans l'esclavage, et puis ça a duré 4 siècles, et puis la colonisation est venue nous bousiller sur un siècle et demi, et puis depuis un autre demi-siècle, on essaie de bâtir la République. Donc s'il nous manque un certain nombre de choses que les autres pays ont, il faut savoir que historiquement, ils ont aussi quand même traversé les guerres de 100 ans. Hein. Est-ce que vous croyez qu'il y a 2000 ans, nous on était plutôt plus prospères parce que nous on avait les empires pharaoniques qui étaient mieux organisés dans l'Antiquité. Nous sommes dans un trou. Il faut qu'on sorte de là. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'honnêteté, de discipline et de sérieux. Et non pas dans des situations comme celle-ci, des luttes politiciennes, de la malversation et de la manœuvre. Prof, there are suspicions of something fishy that could have happened before the death of Barrister Sylvain Swap. Besides medical error, besides all what you're explaining since the beginning of this program, what else could have happened for Barrister Sylvain Swap to die few minutes after the beginning of the surgery, the process of operation? What else could have happened? Because you indicated at the beginning of this program that it's difficult to have such a case. Non. Babila, tu veux que c'est moi qui mette de l'huile dans le feu. Vous fuyez tous un terme et tu veux que c'est moi qui le sors. Non, c'est pas à moi de le dire. Mon rôle en tant que leader d'opinion n'est pas de mettre le feu au Cameroun. We are trying to get the truth. Mais je te dis, avant de prononcer ce qui est difficile, j'espère que j'aurai l'opportunité d'entrer dans les 7 rapports que je vous ai dit, ou de les voir. Si je les vois, je peux me mouiller. Sans les voir, moi je ne veux pas évoquer les hypothèses désastreuses pour les orphelins et la veuve qui restent, pour toutes les communautés qui soutiennent et aiment bien mettre ça. Je ne veux pas prononcer les termes durs. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est d'apaiser. Mon rôle est aussi de dire la vérité, ça c'est sûr. Mais alors, l'éducation épéciste fondamentaliste exige qu'un leader d'opinion ne parle d'une chose grave qu'au moment où il a la certitude. Si, tel que nous parlons, dans quelques temps, j'ai les 7 éléments, je reviens ici, je vais vous sortir. Professeur, vous avez une trentaine d'années d'expérience de métier dans votre domaine. Est-ce que dans votre parcours, dans votre trajectoire, il vous est arrivé de faire face à des situations aussi complexes, entre griffes, que celle qui nous est présentée là? Est-ce que vous avez peut-être, à travers d'autres collègues, vécu des situations où on a eu des cas assez complexes comme ceux-là, et comment est-ce que cela a été géré? Je vous ai dit que c'est tout l'intérêt de cette affaire. Tout l'intérêt est dans sa rareté. C'est très rare qu'on entre au bloc, tel qu'on dit là. On n'a même pas commencé la chirurgie, que le malade, le corps s'arrête et il décède. C'est tellement rare. Et c'est l'une des raisons, il y a 3 ou 4 raisons, pour lesquelles ça fait problème.
Je peux vous dire qu'en 30 ans, j'ai fait mes calculs. Moi, j'ai opéré à peu près 7500 Camerounais. De mes mains. 7500. Ouais. C'est-à-dire une moyenne de 5 par semaine sur 30 ans. Calculé. Il y a des semaines où j'ai dépassé, quand par exemple j'étais le chef des urgences sur lequel j'opérais, je ne sais pas combien. Tous les jours, c'était tous les jours comme ça. Et des périodes où j'étais médecin généraliste, dans les brousses, on va dire que c'était parfois un peu moins que ça. Mais ça a duré 3 ans, médecin généraliste dans les brousses. Après ça, je suis devenu interne et toutes les spécialisations. Donc beaucoup, j'ai 7500 en moyenne dans mon bilan. L'affaire de la mort au bloc opératoire la plus ébruitante que j'ai vue ou que j'ai entendue, il faut la lire, je crois qu'elle est sur Internet. C'est l'affaire d'un sabotage d'un chirurgien, d'un anesthésiste togolais et français en France à Poitiers. Qu'est-ce que l'enquête a révélé après? C'est ce que Babila veut dire. L'enquête révèle après que pour endormir, il y a les gaz endormants. Et il y a l'oxygène qui est un gaz plutôt, on va dire, réveillant, mais pas vraiment réveillant. Et les deux gaz avaient les tuyaux de couleurs différents. Et au moment où on veut réveiller le malade, on arrête le gaz endormant. Et on met le tuyau blanc, l'oxygène, qui lui, on va dire qu'il est réveillant. Mais s'il est là seul, le malade va se réveiller. Le malade décède parce que on lui met le tuyau blanc, mais il ne se réveille pas. Vous savez ce que l'enquête a révélé après? Dans un jeu de... L'enquête révèle après qu'on avait permuté. C'est-à-dire que pendant qu'on croyait lui donner l'oxygène, en fait, on continuait à l'endormir. Qu'est-ce qui s'est passé? Un sabotage. C'est-à-dire que dans une équipe où il y avait les rivalités, un groupe a voulu saboter un autre. C'est donc là une faute, c'est même criminel. At the price of a human life. Oui, c'est pourquoi l'affaire a fait du bruit. L'affaire a lieu pendant que je termine mes études de médecine. Mais je crois que on en souffre jusqu'à ce que je termine la spécialité. L'affaire a lieu dans les années, la décennie 80. Vers la fin, entre le milieu et la fin de la décennie 80, elle dure jusqu'à la fin de la décennie 90. Comme vous voulez savoir si ça existe, c'est les œuvres humaines. Et donc on peut avoir des actes ou des intentions criminelles. C'est le plus rare. C'est pourquoi vous ne voulez pas prononcer ça. Mais on peut aussi avoir des fautes ou des actes humains, erreurs humaines. C'est involontaire. Et on a le cas le plus favorable. On a la survenue d'événements plus ou moins indépendants et de la chirurgie et de l'anesthésie, comme ce qui peut nous arriver pendant que nous mangeons ou pendant que nous dormons. Finalement, nous sommes des pauvres êtres humains. Et donc, ici, le devoir de la famille et de tous les ayants droit de Maître Sope est de demander qu'on leur donne les 7 éléments pour permettre la manifestation de la vérité. Et le devoir de l'État qui doit monter patte blanche est de permettre l'accès à cela pour que la vérité se manifeste. En attendant la conclusion de ces enquêtes, il y a eu un autre drame durant cette semaine. Cette fois-ci, elle concerne un jeune enseignant de mathématiques dans un lycée classique en Colbison à Yaoundé qui a été tué par son propre élève alors qu'il tentait de le ramener à l'ordre. Élève indiscipliné, il est mort sur le chemin qui menait à un centre hospitalier à Yaoundé. Professeur Jean Baïbek, vous vous trouviez à Yaoundé au moment où ces faits se déroulent.
Comment appréciez-vous cette colère des enseignants à la suite du meurtre de l'un de leurs collègues sur le campus d'un lycée? Leur colère est légitime, si ce n'est que leur colère. Elle est légitime, elle est normale. Vous ne pouvez pas dire aux enseignants de ne pas se fâcher. Parce que de toute façon, ce n'est pas arrivé comme un cheveu dans la soupe. Les enseignants souffrent énormément des dysfonctionnements. Et l'une des choses qui polluent l'enseignement dans les grandes métropoles camerounaises est le sureffectif. On a des classes de 100, 150. Et je me souviens que lorsqu'on était à ce niveau-là, au collège, en la 6e et la 4e, on était tout le temps 48, ce n'est même pas 50. C'était très précis, 48 au collège Saint-Michel. C'était la norme. C'est ça qui permet d'instaurer la discipline. Et lorsque je suis parti là pour aller au lycée, là-bas on était maximum 30 dans une salle. C'est les effectifs qui permettent de contrôler les élèves aux surveillants généraux, de faire appliquer la discipline. Lorsqu'on déborde cela, on triple cela, on quadruple cela, volontairement ou involontairement, on crée un climat d'insécurité. Parce que dans ce triplement-là, il y a l'effet de l'effectif, il y a l'effet de la qualité, il y a l'effet de la foule. Et voilà les problèmes fondamentaux dont il faut. En plus, en dehors du meilleur traitement de l'enseignant, l'enseignant est la lanterne de la société. Si nous voulons changer notre pays dans la durée, nous devons redonner à l'enseignant son rôle pas seulement de téléchargement du savoir, mais aussi de lanterne de la société. Pour cela, il doit avoir un traitement de noblesse. Il y a beaucoup de pays qui ont démarré et sont devenus émergents comme nous voulons, en faisant de l'enseignant la priorité parmi les fonctionnaires. Au Cameroun, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une volonté politique d'accorder aux enseignants ce statut, ces avantages, cet encadrement pour leur permettre de faire le travail dans des conditions optimales? En tout cas, il faudrait qu'on arrive là, parce qu'on fut là dans le passé. Moi, dans le passé, ou nous, dans le passé, dans ma génération, notre professeur de mathématiques en seconde, parce que la voiture était un signe de noblesse et d'accomplissement, avait sa voiture, le professeur de biologie, le professeur de maths, le professeur de français. Tous les profs avaient leur voiture. Tous les gens sortis de l'école normale étaient capables. Je ne sais pas comment ils faisaient, mais ils avaient sa voiture. Ils étaient des types nobles. C'est par eux que moi, je découvre même la fonction publique. À Douala, on ne connaissait pas autre chose que on appelait les KJ carrés, des types comme ça, qui étaient des messieurs qu'on respectait. Il faut qu'on redonne. À chaque fois qu'on pense qu'il y a un critère dans la société, un critère de noblesse, il faut qu'on le donne prioritairement à l'enseignant. Parce que souvenez-vous, à l'école ou à la maison, qu'est-ce que nos enfants nous disaient ou nous disent? Quand on leur dit ne fais pas ceci, ou bien lorsqu'ils nous dépassent à la maison, on va à l'école. L'école redresse, une bonne école redresse ce que le parent ne peut pas faire. Elle complète le parent. L'école est au-dessus du parent, de la famille, dans les normes. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette montée de la violence et la délinquance? Je pense qu'il y a l'effectif. Je pense qu'il y a... Les enseignants sont débordés. Non pas. Ils ont des effectifs gigantesques. Même dans le privé. Dans les privés, on trouve 80 dans les privés, là qu'on classe parmi les 5 premiers, ils ont 80. Il faut qu'on fasse l'effort de régler ce problème-là. Qu'on norme la question des effectifs. Qu'on norme le protocole de recrutement. Qu'on norme, comme on a normé le protocole de renvoi. Ce n'est pas logique que le proviseur dans son bureau recrute seul, mais c'est le conseil de discipline qui renvoie. Et quand il recrute donc 100, 150, et quand on demande pourquoi, la rumeur dit qu'il doit avoir de l'argent. Pas de toute façon, ils achètent. Ils doivent envoyer des valises d'argent à leur hiérarchie.
par la rumeur dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Other observers are blaming Donc il parents. faut régler, il Other- faut purger, refonder l'enseignement en mettant l'enseignant à la place qu'il eut dans les années 80. Other observers are blaming parents for the rising rate of violence in school. The Minister of Secondary Education, for example, was here in Douala this week, and she said that parents have apparently failed in their duties, in their moral duties. The knives, they're coming from the homes, she said. The compass or whatever, the weapons that the students bring into the school milieu are coming from the homes. The responsibility of parents. Il faut que les parents comprennent qu'effectivement, dans une certaine mesure, le ministre n'a pas tort. C'est le parent qui, par exemple, doit donner la discipline du téléphone et de la télé, qui sont les éléments qui sont d'abord à la maison, qui sont susceptibles de perturber l'enfant dans sa concentration, si on ne les réglemente pas. Il faut que les parents arrivent à dire à leurs enfants qu'on ne regarde la télé que le week-end. Il faut que les parents arrivent à dire à leurs enfants qu'on n'amène pas le téléphone Android à l'école. Et que même à la maison, il faut des heures pour regarder le téléphone Android. Parce que, regardez comment ce truc-là est. Pourquoi on est venu, tout à l'heure, notre collègue venait arracher les nôtres? Parce qu'on veut faire une émission sérieuse. Ça nous perturbe. Si ça nous perturbe, nous les adultes, à cause des images, à cause des messages, à cause des pipi. Imaginez un adolescent de 15 ans qui est en 4e. Ça le perturbe plus. On doit fixer les heures, faire des choses comme le téléphone Android, tu vas l'utiliser, mais peut-être le mien, ou bien fixer les heures. Mais il ne faut pas, dans cette affaire, opposer les parents aux enseignants. L'État doit faire des efforts pour, et les entrepreneurs éducatifs doivent faire les efforts d'atteindre des normes acceptables qui permettent la gestion. Mais en même temps, les parents doivent faire les efforts pour cadrer les enfants à la maison. Et on doit travailler en joint venture. Que les parents coopèrent, discutent, parlent avec le titulaire, avec les professeurs, pour contrôler, pour arriver à avoir un produit final qui est bon. Another problem, Prof, which many are asking the question, why it's difficult for government and even the parents, the society in general to control, is the consumption of illegal drugs by students. This is a problem that is rising in the secondary school milieu today, because many are asking, but how can a child of 15 years old know exactly where to pierce his teacher, where to send in the knife, and how to manipulate the knife to lead to the death of the teacher? Something must have happened in the brain of the child. Oui, il a vu ça quelque part. Il peut voir ça sur Internet, il peut apprendre ça autrement et il vient appliquer. Mais ce qui est clair, c'est que l'État doit prendre ses responsabilités, à contrôler la drogue, parce que l'entrée des drogues ou la circulation des drogues relève de la police de l'État. Ce n'est pas les parents qui iront faire ça. C'est pourquoi, dans cette affaire, nous ne devons pas nous déchirer entre parents d'un camp, enseignants de l'autre camp. Nous devons nous dire que nous avons chacun une responsabilité et que finalement nous devons être complices pour contrôler nos enfants. Nous devons devenir les amis des enseignants de nos enfants et travailler ensemble. C'est là la voie de l'avenir. Nous ne devons pas nous déchirer. Et sur le cas des enfants en déperdition scolaire, ces enfants indisciplinés, difficiles à gérer dans les établissements scolaires, qui sont de plus en plus nombreux dans plusieurs lycées, comment se gère ce type de cas, selon vous? Il faut déterminer ceux qui sont malades et ceux qui ne sont pas. Parce que ceux qui sont malades, c'est de la psychiatrie. Et maintenant, ceux qui ne sont pas malades, ils sont normaux. Il y a de la technologie pour ça. Il y a des techniques pour ça. C'est pour ça qu'on fait l'école normale. C'est pourquoi l'État veut que, après la licence de mathématiques, que le mathématicien licencié
aille apprendre à enseigner les enfants. Il y a une technique. Mais je dois dire, moi je suis aussi enseignant de supérieur, que les enseignants doivent comprendre aussi que l'enseignement n'est pas le téléchargement du savoir. Et que la plus grosse force de l'enseignement, moi je peux le dire maintenant, après mes 20 ans, l'enseignement effectif, mais de plus de 25, l'enseignement officiel, parce que je suis officiellement enseignant depuis le 10 octobre 2000, oui je crois 2000, mais en fait j'ai enseigné beaucoup depuis plus de... Et moi j'enseigne les plus avancés, ils sont plus en âge, ils sont à l'université, ils sont gonflés, ils sont têtus, je peux vous dire. Peut-être parce que en médecine ils sont déjà sélectionnés. J'ai réussi à discipliner les enfants les plus têtus. Comment? Je vais vous dire le secret. L'exemplarité, la droiture devant eux. Nous sommes des êtres humains, je ne veux pas dire que je suis parfait. Mais beaucoup de mes élèves n'ont jamais imaginé que je peux faire un certain nombre de choses. Que je faisais. Mais je ne fais pas devant eux. Il faut être exemplaire et droit. Et je peux vous dire, c'est là que viennent mes problèmes avec mes collègues. Donc un enseignant droit, discipliné lui-même, droit et constant dans la durée, il s'aligne. J'ai réussi pendant 20 ans à les amener à l'école à 7 heures, alors que l'heure officielle, c'est 8 heures. Sans forcer. Je ne peux pas les battre, je ne peux même pas les sanctionner. Mais il sait déjà que quand il va venir, il va apprendre beaucoup. C'est pourquoi il se bouscule pour venir à 7 heures. L'enseignant doit être un type exemplaire. Il ne faut pas aller faire ce truc si tu n'as pas la vocation. Et si tu n'as pas la vocation, il faut la cultiver. Il faut savoir que c'est passionnant. Il faut savoir que ça a même un intérêt. Vous savez comment, quand on m'a surpris à couper mon salaire pendant 3 ans et demi, de quoi j'ai vécu? Expliquez-nous, vous vivez de quoi, professeur? À part mes amis, et je peux vous dire, sauf ma famille et ma belle famille, ceux qui m'ont donné de l'argent comme ça quand j'étais coincé pour payer la scolarité de mes enfants, à 6 chiffres. Je ne peux pas les citer, mais je vais vous donner leur ethnie. Un Bakweri, un Banyangi, un Newondo, puis un Bassar. Non, prof, tu rembourseras le jour où tu pourras. Si tu ne peux pas, laisse. Banyangi man. Et pour le quotidien, c'est mes élèves. C'est un métier passionnant et c'est un métier intéressant parce que quand tu as fini de bien enseigner, il faut savoir que quand tu es vieux et foutu, ils reviennent chercher la bénédiction et n'oublie pas qu'ils sont ce qu'ils sont grâce à toi. Il faut préciser que vous êtes chirurgien, orthopédiste et enseignant d'université. Je suis enseignant de médecine. À ce jour, j'ai survécu. Professeur Jean Baïbek, à ce jour, est-ce que vous avez repris l'enseignement dans la faculté où vous y étiez avant d'être suspendu et à l'hôpital? Il faut dire que officiellement, le recteur m'a donné la reprise de service. Il m'a donné la présence effective. Il a écrit pour ma remise en solde. On m'a remis en solde. Il a écrit pour les autres traitements. Et donc, le recteur a monté pas de plan. Je l'ai dit à Vision 4 dans ça. Il a monté toute sa bonne foi. Il m'est revenu qu'il a reçu des ordres de sa haute hiérarchie, en particulier du SGPR et du SGPM. Je voudrais d'abord ici, à ces 2 SG-là, leur présenter, leur transmettre toute ma gratitude. Je leur ai fait, mais je n'ai pas accès à eux. Bon, on demande les audiences, les gens torpillent. Donc j'ai dit, je laisse.
pour dire ça, vraiment pour leur dire merci d'avoir donné les ordres pour qu'on règle mon problème. Mais cet ordre se heurte à des résistances. Et il y a dans ces résistances un certain nombre de poches essentielles. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. La première poche vient de la cause. La cause, la voici. Parce que pendant 3 ans et demi, j'ai dit devant le plateau de télé que la cause de mon malheur, c'était le professeur Soso, le recteur yaoundéen. Lisez la lettre, il me suspend, il me convoque. Le conseil disciplinaire a lieu le 27 mai. Je suis suspendu le 2 juin. Regardez ce que le ministre d'enseignement supérieur lui écrit le 5 avril, 2 mois avant. Lisez ça. Alors, c'est une correspondance du ministre de l'Enseignement supérieur adressée au recteur de l'Université de Yaoundé 1, datant du 5 avril 2016, dans laquelle le ministre dit qu'il accuse réception de la lettre de référence dont l'objet est affaire Baébek Jean. Je vous saurai gré des dispositions que vous voudrez bien prendre à l'effet d'accélérer l'instruction de ce dossier disciplinaire et de convoquer un conseil de discipline, première étape pour la solution de ce problème qui perdure. Ce sont les propos du ministre de l'Enseignement supérieur. Donc, pendant 3 ans, j'ai dit que c'est le professeur Soso. Parce que c'est lui qui avait convoqué le conseil, parce qu'il présidait le conseil, et parce que le ministre écrit dans son acte de suspension sur proposition du recteur. Je me rends compte depuis 6 mois que c'était faux et injuste. Le conseil disciplinaire a convoqué cette part le professeur Soso, mais c'est un ordre écrit de M. Famandongo. C'est trop grave. Mais là, il ne dit pas qu'on vous sanctionne. Il demande à ce que le conseil de discipline puisse se tenir dans les plus brefs délais pour régler le problème. Non, il n'y a pas d'indication d'une sanction à adresser contre le professeur Jean Baébek dans la correspondance. Très bien. Mais il dit ici la solution. Vous savez ce que le mot solution voulait dire dans la littérature nazie? Solution finale. Oui. La solution. Et c'est pourquoi ne me coupez pas. Pourquoi c'est grave? Parce que le 12 juillet, je l'ai dit à STV, dans une confrontation chez le SGPM, devant Fabien Cotomoin, il dit qu'on l'a trompé, que je lui pardonne. Ministre. Alors que c'est lui qui a écrit 3 mois avant. On ne l'a pas trompé. Pourquoi vous refusez de prendre en compte la bonne foi du ministre de l'Enseignement supérieur lors de la réunion dont vous venez de faire mention? Parce qu'en plus, on conclut qu'ok, le SGPM conclut, ok, comme on t'a trompé, va donc résoudre le problème. Vous savez comment, ce qu'il fait pour résoudre le problème? Il envoie le poseur de bombes du groupe, parce que c'est un groupe, Jean-Paul Mbia, de venir me faire signer une lettre où je demande les excuses. Il n'a jamais résolu le problème. Et il me revient qu'au courant de l'affaire, le feu Foumanakam lui demande la même chose, lui dit cette affaire, ça va loin, elle ne sera pas bon, résoudre le problème. Donc il ment, on ne l'a pas trompé. Il ment qu'il va résoudre. Il refuse de répondre, de résoudre le problème à la demande de Fou Foumanakam, paix à son âme. Il ne répond pas à mon recours pour amende honorable, parce que c'est pour recours gracieux. Je lui demande un recours gracieux. C'est que papa change ça. C'est une erreur. Il ne change pas. Il refuse d'exécuter la décision de justice, l'ordonnance de justice. Là, voici. Lisez l'ordonnance de justice, que l'ordonnance de justice dit. L'ordonnance de justice dit à l'article 2. Louis Duval. Mais professeur, vous indiquez que des informations supplémentaires par la suite vous ont amené à comprendre que votre bourreau entre griffes n'était pas le recteur Aurélien Soso. Vous reconnaissez que vous êtes trompé. Aujourd'hui, vous pointez un doigt accusateur sur le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, qui, de votre point de vue, est l'alpha et l'oméga dans cette affaire. Quelle est la garantie
que cette fois-ci, vous vous trompez pas, professeur Jean Baïbek? Le professeur Soso n'en fait pas problème. Parce que j'ai des arguments solides. C'est lui qui s'est sacrifié. En réalité, il a fait le bon fonctionnaire. Dans le système napoléonien, il faut savoir que le système administratif qu'on a aujourd'hui, dans la culture francophone, il faut l'élaborer par Napoléon. On est le fusible de son chef. Quand on a un chef, quand un préfet demande à un sous-préfet d'exécuter un ordre, le sous-préfet exécute l'ordre et la boucle. C'est ça que le recteur a fait. Mais ce n'est pas lui. Ça venait du militaire ministre lui-même. La question c'est pourquoi le mobile, on appelle ça le mobile du crime. Et le ministre, maintenant, la question c'est quoi le mobile? Parce que dans cette affaire, le militaire a un groupe ethno-fasciste. Dans ce groupe, il y a Jean-Paul Mbia, le poseur de bombes, comme je viens de vous dire. Vous n'allez pas vous attaquer à des personnalités avec des propos qui peuvent paraître insultants. Je vous dis, je vous en prie, restons sur votre problème qui concerne votre réintégration à l'université, sans pour autant penser des personnalités qui ne sont pas présentes ici. La bombe que Jean-Paul Mbia est venu poser, Jean-Paul Mbia plagie mon en-tête, écrit la lettre où je reconnais les faits et demande que l'on me pardonne. Et m'amène pour signer dans mon bureau. C'est ça qu'elle a dit, le poseur de bombe. Parce que visait cette lettre? Si je la signais, on la brandissait qu'il a reconnu les faits. Et l'affaire était finie. C'est pourquoi je l'appelle le poseur de bombe. Mais il n'est pas seul. Il y a l'artificier juridique. C'est Abane Ngolo. Et il y a celle qui donne les ordres à tout le monde, la doyenne de la faculté, Zeminkane Jacqueline. C'est un groupe ethno-fasciste. Prof, you're citing a number of persons there, and you're talking about a group attacking you. But why are these people attacking Professor Baïbek? Didn't you attract these things to yourself in one way or the other by one flaw, one error, one problem or the other? Très bien, Babila. C'est une très bonne question. Babila pose la question du mobile. Pourquoi le groupe ethno-fasciste attaque-t-il Baïbek? Ou en veut-il à Baïbek? Je n'ai pas de certitude, mais j'ai 4 hypothèses. Première hypothèse, ce groupe-là est un groupe que l'on a soupçonné dans l'affaire de prévarication, dans l'affaire de prolifération des écoles de médecine. Donc, première raison, ça peut être que Baïbek est un dénonciateur. Il va nous dénoncer quand nous allons continuer à prévariquer. Et ils ont raison de ce point de vue. Parce que je les ai dénoncés par écrit. La doyenne, je l'ai dénoncé de recrutement fallacieux chez le militaire ministre. Donc je suis gênant parce que je dénonce. Ça peut être aussi le carriérisme. Ce groupe-là, la première ambition du militaire municipal, il veut devenir SGPS, ça ne me regarde pas. Et après président, ça ne me regarde pas. Mais le problème, c'est que je risque de dénoncer tout ce qui se passe. Puisque quand lui va devenir ça, Zé va devenir autre chose. Bien, là, il vient de chercher à devenir pour maître de conférence. Il a raté parce que le professeur Jean Baïbek, si vous permettez. Mais pourquoi vous me coupez? Non, vous posez la question. Quand je veux bien répondre, vous coupez. Non. Écoutez, professeur, on veut comprendre. Ouais. Vous êtes enseignant d'université et vous faites de la science. Ouais. Et la science, elle se veut logique et cohérente. Ouais. Je veux dire qu'on ne doit pas rester dans les spéculations. Tel voulait devenir ci, tel voulait devenir ça. Ok, d'accord, on peut mettre ça dans le cas des hypothèses. Quand vous dites, mais convenez avec moi que cela ne peut pas être terriblement convaincant. Je vais poser une question en rapport avec cette question. Pour qui ce n'est pas convaincant? Pour chacun d'entre eux, j'ai des documents, des arguments
Et je peux dire des éléments. Ok, là peut-être ce sont des faits précis. Mais quand vous dites que tel voulait être ministre... Non, je vous montre par exemple que Jean-Paul Mbia est un poseur de bombe, j'appelle, c'est une figure de style. Parce qu'il m'apporte un document piège. On ne fera pas de procès d'intention. Professeur, je pose une question précise. Jusqu'au bout. Vous avez donné un certain nombre de noms. Mais il faut quand même qu'on revienne aux faits aussi pour permettre de comprendre cette trajectoire-là. En 2009, on est le 11 mars 2009, je ne sais pas si on peut considérer ça comme l'élément déclencheur, il y a une lettre de Magloire Biolesida, qui est directeur de l'hôpital central Yaoundé, qui écrit au ministre de la Santé publique à votre sujet. Ça au moins vous le savez. Non. Ah, ben, je vous le dis donc. D'autres éléments, le 2 juillet 2010, il y a une demande d'explication du professeur Tetanyekwe, doyen de la faculté des sciences biomédicales. Ça au moins vous le savez. Ça, c'est lointain, je ne me souviens pas. Oui, bon, alors, donc, je prends ces exemples pour dire que... Non, élément par élément, on décortique. Montrer la demande d'explication comme moi je montre mes documents. Et on regarde la demande d'explication et ma réponse. Maintenant, vous permettez que je termine. Peut-être qu'il a jusqu'au bout, vous allez réagir. Vous permettez que je termine. Le 10 juillet 2014, le professeur Com Ibana Vogo, qui est doyen, écrit au recteur toujours dans une situation où on vous reproche un certain nombre de choses. Et le 3 juin 2016, il y a une suspension qui est prononcée par le professeur Jacques Famdongo, ministre de l'Enseignement supérieur, et on vous reproche, entre autres, insubordination et comportement violent. Des actes constitutifs d'atteinte à l'éthique, à la déontologie universitaire, et puis assortis d'une suspension de salaire. Il y a quand même un certain nombre d'éléments. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on place tous ces éléments sur un axe chronologique, on voit qu'il y a une certaine évolution qui débouche sur cette décision-là. Alors, lorsque vous venez aujourd'hui nous dire qu'il y a un groupe, vous avez dit ethno-fasciste, qui s'est mis en place pour tenter, je veux dire quoi, de vous abattre entre griffes, c'est pas le mot exact que vous avez utilisé, on peut quand même se demander si au finish, tous ces éléments qui se sont alignés ne plaident pas pour une situation où effectivement, on peut avoir le sentiment que le professeur Baïbek a peut-être une ou deux choses à se reprocher. D'accord. Oui, si on est limité comme vous, si on manque de culture, parce que la culture fondamentale... Ce sont les faits, professeur. Non, ce n'est pas les faits. Ce n'est pas comme ça. Ça ne m'occupe pas. Laissez-moi vous répondre. Vous avez parlé longtemps, moi je vous réponds. Je ne vous ai pas perturbé. C'est lui qui a demandé que je ne m'occupe pas. Ne m'occupe pas. Vous faites un biais et vous manquez complètement de culture. Parce que dans l'administration, toutes les accusations doivent être dans un procédé contradictoire. Le rapport aveugle d'un directeur ne compte pas s'il ne vous montre pas une demande d'explication avec ma réponse. Le truc de que tu dis, qui est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé. On a eu une excellente relation. Mais ce n'est pas un homme fautif. On s'est posé sur certaines questions et il a reconnu qu'il avait tort. Vous n'avez pas la demande d'explication, vous n'avez pas de réponse, vous parlez de ça. Vous parlez de la demande d'explication de détail, vous ne la montrez pas. Vous parlez de tout des bananvos, ce n'est pas une demande d'explication. C'est quoi? C'est un blâme. C'est que l'administration connaît, je vous apprends donc. N'ayez pas écoutez donc, apprenez maintenant. Il y a les documents de l'administration que l'administration a prévus. La demande d'explication, le blâme, l'avertissement. Maintenant, le rapport opaque n'est pas un document disciplinaire, unilatéral, non. Et parce que je suis un homme de principe, je refuse les choses tordues, contraires à la loi, à la logique et à la norme. Comme ils le savent, ils ne peuvent pas me donner une demande d'explication et se mettre donc à faire des documents opaques et unilatéraux comme ceux dont vous parlez. Ils ne se sont pas adressés à moi. Ils ne vous ont pas montré. Ce que vous dites là, c'est des déchets. Et c'est pourquoi, quand l'affaire arrive dans les tribunaux, eux qui connaissent ces règles-là, cultivez-vous un peu. Vous manquez de culture. On a envie de dire que vous êtes tarés.
Oui, c'est dur pour vous. Mais c'est ça. Vous prenez, vous entrez dans un domaine de l'administration dont vous ne connaissez pas les règles de fonctionnement. L'administration fonctionne en cas d'accusation, sur le principe de la contradiction. Alors, pour qu'on se comprenne très bien aussi, professeur, si vous permettez que je pose une autre question. Alors, sur la... Est-ce que vous êtes d'accord que celle-là, vous êtes battu? Oui, j'accepte. D'accord, ok. Alors, maintenant, je peux continuer? Oui. Je pose une question. J'ai dit, le 3 juin 2016, oui, il y a une suspension qui est prononcée par le professeur Jacques Famdongo. Oui. De votre point de vue, qu'est-ce qui justifie cette suspension si vous n'avez aucun antécédent du point de vue de la discipline? Rien d'autre que la malversation et l'abus de pouvoir. Donc c'est avec la conscience. Je vais voter l'abus de pouvoir. Pour cela, oui, je l'ai attaqué en justice et la justice a accepté d'enrôler. C'est la grande citation directe pour abus de pouvoir. L'État n'accepte pas d'enrôler à la légère un homme d'État de ce niveau. Ça part d'abord au parquet général et plus haut. Ça revient de là-bas. Les faits sont patents, la malversation est patente. L'abus de justice est indiscutable. C'est pourquoi devant le conseil, j'avais déjà accepté de me sacrifier. Ce n'est pas un conseil, ça. Et sur le... Ils avaient tout trafiqué. Vous savez que j'avais dit, étonné qu'un homme comme Pondy ne savait pas ce que c'est que les faits. Vous voyez la lettre que justifie l'attitude maintenant de Pondy, qui me convoquait sans fait, alors que la loi est claire. Elle dit que, avant de convoquer un enseignant au conseil de discipline, on lui notifie les faits. Il n'y avait pas une note des faits. Professeur, sur le recours, quel est le contenu du recours? Là aussi, vous avez compris maintenant? Oui, bien sûr. D'accord. On pose des questions pour que vous puissiez expliquer, qu'on comprenne, non, professeur? Ouais, maintenant, oui. On pose des questions pour permettre de comprendre. Oui. Donc, n'ayez pas l'impression que c'est une question, que c'est un problème individuel. Ouais. Il y a un certain nombre de questions que les gens se posent. Donc, c'est une affaire grave. Sur le recours, professeur, peut-être pour expliquer ça. Sur le recours, quel était le contenu du recours préalable? Le recours gracieux préalable. Oui, le recours préalable. Le contenu du recours gracieux préalable, je dis qu'il y a des dysfonctionnements et le dossier est vide. Vous écrivez au ministre? Oui. Oui. C'est mon avocat qui le fait. Je ne veux pas entrer dans les techniques. Mais en fait, le dossier est vide. On ne me reproche rien, les enfants. Ce qu'on me reproche, c'est d'avoir bien travaillé et de dénoncer ceux qui ne travaillent pas dans les normes. C'est-à-dire les malversations que j'observe dans les recrutements à la faculté, dans la façon d'enseigner, dans la façon de traiter les étudiants et les apprenants, de torpiller l'enseignement. Et on me soupçonne que je vais dénoncer plus. Alors on se met dans un groupe ethno-fasciste où il y a un autre motif. Le quatrième motif peut être la passion. Mais je ne comprends pas trop la passion parce qu'ils sont 4 dans le groupe ethno-fasciste. Alors, on parlera de votre réintégration tout à l'heure. D'abord, je vous en prie, Duval. D'abord, une courte pause dans cette émission La Vérité en face avec pour inviter le professeur Jean Baebec. Courte pause avant la deuxième partie de l'émission La Vérité en face.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en face, avec pour invité le professeur Jean Baebek, chirurgien orthopédiste, enseignant d'université, UPCiste, fondamentaliste. Professeur Jean Baebek, votre réintégration, vous l'avez dit, le recteur de l'université a acté cette réintégration. Quels sont les obstacles auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Au-delà de ce groupe que vous soupçonnez d'être opposé à votre réintégration effective dans les amphithéâtres, quels sont les problèmes auxquels vous faites face? Au-delà des personnes, je vous en prie. C'est très difficile de séparer des personnes parce qu'en réalité, le bénéficiaire MINESUP, il fait un réseautage. Il a un réseau pour exécuter, pour torpiller, par exemple. La quatrième personne du groupe, celui qui est l'artificier juridique, l'ordonnance de justice dit que les effets de la décision sont suspendus. C'est l'article 2. Lui, il va conseiller au militaire MINESUP de signer une décision d'abrogation. La différence entre l'abrogation et la suspension, c'est qu'il n'y a pas d'effet rétroactif. Mais est-ce que je peux être accepté donc d'être suspendu injustement et illégalement et de ne pas être rétabli dans mes droits de façon rétroactive? Et j'en profite ici pour dire, après avoir ma gratitude aux deux SG, que je voudrais leur prier ici de continuer de faire ce qu'ils peuvent faire davantage pour que ma réintégration soit exécutée à la faculté et à l'hôpital central. Quels sont les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui à la faculté et à l'hôpital central? Aujourd'hui, à la faculté, cette rétroaction des traitements, la réinscription sur les emplois du temps. Vous savez que nous enseignons dans les amphithéâtres, dans les réunions et à l'hôpital. C'est comme ça qu'elle enseigne la médecine. Elle n'a même pas réintégré dans les emplois du temps. Elle a prétendu qu'elle avait déjà fait. Mais on peut prendre un peu de temps. Elle n'a pas fait. À l'hôpital, le professeur Fouda, le directeur, mon bureau que j'ai retrouvé, je suis rentré depuis octobre, il y a un tas de poussière, on n'a jamais balayé. Je dois aller balayer le bureau. Comme on ne m'a pas donné les enseignements à la faculté, j'ai dit ok, moi je vais continuer à enseigner à l'hôpital et les étudiants continuent à me suivre comme les fourmis. Vous savez où j'allais enseigner à l'hôpital central? Dans un poulailler, vous savez que les étudiants appellent poulailler, dans un poulailler au pavillon Pasteur. C'est là que je m'assois donc pour leur expliquer. Parce que même le service, il a prétendu faire les travaux, mais les travaux sont finis. Il ne veut pas ouvrir. J'enseigne, je continue à enseigner parce que je suis un des enseignants qui pense que quand je veux enseigner, même, tu ne peux pas m'arrêter, même dans la forêt, j'enseigne. Parce que nous, les UPCistes, on fait comme ça. En 58, en 56, quand les Oubes vont en France, vous savez comment ils étudient. On n'est pas en pleine guerre. Les Cordoves, vous savez comment ils ont étudié. Non, pas enseigné partout. Donc j'enseigne. Mais c'est sans trace. Du point de vue administratif. C'est pratiquement dans la clandestinité que j'enseigne. Et j'ai appris aux enfants que le problème, c'est ma disponibilité à vouloir le faire. Et votre disposition à vouloir encaisser ce que je vais vous enseigner. On peut le faire même dans un poulailler, même sur un arbre. Et c'est ce que je fais. Mais c'est vraiment torpillé. C'est torpillé. Le ministre lui-même, je vous ai dit, décision d'abrogation et non de suspension ou d'annulation. C'est ça qu'il a pris, une mauvaise décision, exprès, donnée par le juriste du groupe, qu'il a conseillé de faire ça. Et à la faculté, problème. À l'hôpital, problème. C'est bien que si le SGPR et le SGPM n'arrivent pas, je voudrais leur prier de me laisser continuer mes procédures judiciaires qui vont être relancées.
Parce que la loi prévoit que lorsque une administration refuse d'exécuter, on l'attaque cette fois-ci souci personnel. Et de dire au ministre de la Justice, de dire au procureur Meka de laisser enrouler les procédures. Parce que le procureur Meka a été un peu lent dans l'enrôlement. Qu'il enrôle les procédures. Et qu'il nous donne les juges pour qu'on nous juge. Professeur Jean On Baïbek. applique le droit. Professeur Jean Baïbek. Parce que je continue à espérer être dans une république, dans un état de droit. Dans cette république, professeur Jean Baïbek, il y a eu une annonce présidentielle du recrutement de plusieurs enseignants dans les universités publiques. Durant le mois de décembre 2019, plusieurs titulaires de doctorat PhD ont manifesté à l'esplanade du ministère de l'Enseignement supérieur pour dénoncer le favoritisme des irrégularités ayant conduit le processus de recrutement des enseignants dans les universités d'État. Quelle est votre analyse sur ce recrutement spécial qui a été lancé par le chef de l'État et dont la controverse a été dénoncée par certains docteurs PhD recalés lors de la première phase? Je dois d'abord dire qu'il faut qu'on distingue bien dans le pays. Nous avons trop critiqué ce président de la République. Quand il arrive qu'il fasse une chose positive, je ne pense pas que nous ne devons pas le reconnaître. C'était une excellente idée. L'idée, à mon analyse, était d'apaiser la tension sociale qui existait chez les doctorants. Et les études préliminaires lui ont montré qu'il y avait à peu près 2000. Il s'est dit qu'il va trouver le moyen de les recruter, mais il faut respecter le président. Donc il faut saluer cette idée-là. Le problème, c'est la pollution par ceux qui doivent exécuter. La pollution par quoi? Par la méthode. Vous ne pouvez pas, dans un pays où on recrute les instituteurs de l'école primaire sur concours, vous organisez un système, un long tuyau opaque de 8 mois, où on sait seulement le jour où on passe l'interview, le jour où ça sort. Je pense qu'il reste une autre chose. C'est ça qui explique les mécontentements. C'est-à-dire que les candidats n'ont pas vu venir l'échec. Et il y a eu des échecs arbitraires. Nous tous, on a contesté le non-recrutement d'un type comme Macron-Pierre, qui a été, il paraît-il, premier du jury dans les interrogatoires, qui enseigne depuis. Pendant ce temps, on recrute des gens dont on a accéléré la doctoration une fois le président a annoncé. Donc moi j'ai proposé que pour moins de contestation, il faudra plus de transparence. Et comment peut-on établir la transparence dans ce processus de recrutement? En faisant ça en 3 étapes, séparées de 2 périodes de recours et de publication. Première étape, l'éligibilité. Et les critères d'éligibilité, le président a fixé ça lui-même. Être camerounais, avoir 45 ans, avoir un doctorat. On peut verrouiller en disant, à la date où le président a fait, sinon tu attends. Et on publie les résultats à l'éligibilité, avec le motif clair de rejet à l'éligibilité, pour que tout le monde va en affiche. Et si quelqu'un veut contester, on donne 48 à 72 heures de recours avec un jury des recours. Si on traverse cette étape, on élimine donc les maîtrisards et les mastériens qui ont couru soutenir la nuit quand le président a lancé. On les élimine. On reste donc avec les autres. On fait maintenant la deuxième phase qui est la phase d'évaluation et de classement. On donne la méthode d'évaluation avec les différentes distributions des points. C'est-à-dire que le bac, qualité du bac, qualité de la licence, qualité, l'expérience d'enseignement, le nombre de publications, on donne tout ça, on donne le total et on les classe par ordre de mérite. On affiche. On donne encore un temps pour le recours. Ou tu vas discuter que non, je suis le premier, et le premier va savoir qu'il est premier. Et puis maintenant, la phase de recrutement.
Parce que ce n'est pas parce que je prends dit n'importe quoi. Si je suis 4e dans un groupe où il y a 4 places, mais les 3 premiers sont de mon attribut, et que le 5e est d'une autre qui, dans une région sous-scolarisée, vous croyez que je ne comprendrai pas qu'on ne me prenne pas? Vous comprenez ce que je dis? On prend les 3 premiers qui ont le même nom que moi. Et comme monsieur, moi, je suis 4e. Mais on prend, je comprendrai. Parce que les 3 premiers étaient ma région. Et que la République n'est pas là pour seulement ceux qui sont meilleurs. La République est là aussi pour faire les équilibres. Prof, I want us to talk about... Je peux, même si je conteste, je ne vais pas le contester en grévant. Prof, I want us to C'est ça talk que je about... voudrais dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que les doctorants ne comprennent pas les impératifs de paix, d'équilibre de la région. Non. Ils ne les comprennent pas. Lorsque le processus est entièrement opaque, mais s'il est segmenté, s'il est transparent, s'il a les procédures de recours et s'il y a des solutions alternatives, parce que moi je vous dis, pour ceux que moi je forme, les orthopédistes, si on ne recrute pas, je vais lui proposer une autre solution. Il n'y a pas que l'enseignement supérieur. Il y a d'autres métiers qu'un PhD de chirurgie orthopédique peut faire. Il gagne grassement sa vie. Il ne va pas se mettre à gagner pour ça. Un vrai doctorat ne va pas. We'll talk about that in a short Voilà while. mon analyse de ça. We'll talk about that in a short while because there's a question I'm going to ask you on what you were just saying now. But first, I want us to talk about an incident that raised lots of concerns during that strike action of PhD and doctorate degree holders in Yaoundé. You said earlier in this program that teachers are torchbearers in the society. They are people who enlighten the society, who give direction to life in the society. A lecturer tried to kill herself by consuming toxic liquid in the course of that strike action. Is that an action or something that is worthy of a lecturer, a torchbearer, somebody who is supposed to show the light, show the way to the society? Moi, je ne connais pas avec précision, je dois parler des choses que je ne connais pas avec précision. Mais je peux raisonner en disant que dans cette hypothèse, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enseignant d'université qu'on recrute comme assistant, on exagère en disant qu'il est déjà enseignant. En réalité, c'est des gens qui doivent suivre encore 4 ou 5 ans de formation par un professeur de haut volt. Ils doivent le suivre derrière par compagnonnage pour apprendre tout. Le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-savoir. Donc, il peut avoir effectivement des attitudes étonnantes comme ça. Parce qu'un vrai patron, lui ne grève pas. Quelle que soit la spécialité, même s'il est philosophe, vous dites qu'il n'enseigne plus, il prend son temps seulement à écrire ses livres, il vend ses livres, il vit de ça. Donc, on la traîne dans un processus de formation. On doit donc pouvoir peut-être pas tolérer, mais comprendre, il n'est pas encore vraiment enseignant d'université. Ailleurs, on ne les appelle pas enseignants. On les appelle, en médecine par exemple, des chefs de clinique. So in conclusion, par exemple, en France, on ne recrute que ceux qui sont capables d'être maîtres de conférence. C'est-à-dire qu'il y a encore une phase de 5 ans là où on les forme. Et on les met en compétition en ouvrant les postes. C'est à ce moment-là qu'on les considère comme des professeurs. If I understand you Donc, well, ils ne sont pas encore accomplis. It means that that's an action that should not be seen coming from a teacher. That's what you're saying. Oui. All right. Now, un enseignant de révolte ne va pas faire des choses comme ça parce que il n'a pas que ça. Il peut se convertir dans l'industrie, l'agriculture, le commerce, la politique, la vie internationale. Il a trop d'alternatives. Pour verrouiller un vrai enseignant, il faut le mettre en prison. Mais si tu le laisses libre, tu ne le traites pas bien, il va se battre. Même s'il reste tranquille, il a formé les gens. Il va survivre. I was coming to that to indicate that, just as you are indicating, you said that during the period where your salary was suspended, you were leaving thanks to support from friends and some of your teachers, some of your students, and so on. And those who are thinking entrepreneurship
say that the problem of the strike action of lecturers or PhD holders, doctorate degree holders, is that they have put their baskets or their eggs in one basket, that is teaching. They are not thinking entrepreneur, they are thinking just white-collar job. Government has to employ us. The university has to employ us. Without this, we are deaf. Should that be the case? Lecturers thinking only about teaching, thinking only about government employing them and so on. Je ne pense pas, parce que notre quatrième rôle dans les universités est la contribution au développement du pays. Et la contribution au développement du pays, pour développer un pays, l'Allemagne, c'est Mercedes, BMW, le Japon, c'est Toyota et Nissan, les États-Unis, c'est Caterpillar et Boeing et Apple. Le Canada, c'est Bombardier. C'est les entrepreneurs qui développent un pays. Et aujourd'hui, dans les grandes universités américaines, quand on interroge les étudiants, la majorité veut devenir entrepreneur. C'est très épanouissant. Nous devons changer de paradigme. Ce paradigme est un paradigme néocolonial, où la vache à lait unique était l'État. Nous devons en particulier en postgradué former des gens qui sont capables plus tard de devenir, d'aller s'épanouir dans l'entrepreneuriat, parce que c'est ça qui construira le pays. Cela signifie, professeur, que en regardant cette situation, ces incidents qui sont produits avec ces docteurs PhD-là, il faut questionner la pertinence du système LMD qui a été mis en place dans nos universités il y a quelques années. Honnêtement, moi j'étais en médecine, moi j'étais opposé à ça. C'est d'ailleurs l'un des conflits avec le professeur Tétagny. Et pourquoi vous étiez opposé? Question de principe. L'université n'est pas, ce n'est pas la préfecture. Et sur la base de l'honnêteté intellectuelle, on adopte ce qui est significativement. Mais sur l'esprit qui avait guidé la mise en place de ce système. Moi, pour la médecine, j'acceptais ça pour l'économie et le droit. Pour la médecine, pourquoi je refusais? Pourquoi j'étais contre? J'étais contre parce que je disais que le système d'organisation de la médecine, tel que nous l'avons vu sur 100 ans et comme nous l'avons aujourd'hui, ne pose aucun problème. Pourquoi on veut changer quelque chose qui ne pose aucun problème? Et que signifie une licence en médecine? Que signifie une maîtrise en médecine? La culture et l'histoire sociale ont habitué nos compatriotes à savoir que c'est le docteur qui les soigne, il est docteur, point. Maintenant, vous voulez me donner une licence en médecine. S'il arrête là, il va au quartier, dit qu'il a la licence en médecine, qu'est-ce que je fais? On n'a pas pu me répondre. L'autre arrête 2 ans plus tard, dit que lui, il a la maîtrise, il veut parler jusqu'au doctorat. Donc, j'aurai les maîtrisants en médecine, j'aurai les licenciés en médecine, et puis maintenant les docteurs en médecine. Je ne sais pas comment socialement je vais le gérer. C'est pourquoi je me suis opposé à ça. Dans les principes, professeur Tétagny, qui est mon père ethnique, et qui est mon mentor de pédiatrie, parce que nous l'avons pris, c'est l'un des piliers de la pédiatrie, avec Mbédé, Obama, Innocent Kago et Pierre-Fernand Chokonte. Moi, j'avais failli devenir pédiatre. Tout le monde, j'avais travaillé avec eux. Mais ça ne nous empêche pas de nous opposer sur les principes. Et que lui utilise sa casquette administrative pour le pousser un peu. On peut régler ça. Professeur Jean Baïbek, j'aimerais qu'on puisse à présent parler de ce chapitre concernant les élections législatives municipales. Nous sommes à 1 semaine de l'ouverture de la campagne électorale et après le contentieux préélectoral, on a vu la mine des dirigeants de l'Union des populations du Cameroun, dont plusieurs listes ont été rejetées du fait que 2 listes différentes ont été introduites à Elecam par 2 secrétaires généraux se revendiquant d'être à la tête de l'appareil administratif de l'UPC
Qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union des populations du Cameroun pour en arriver au rejet des listes de l'UPC dans des circonscriptions électorales historiques pour ce parti politique? Nous, on part dans un congrès, on élit notre secrétaire. I'm not accepting anything. You are sitting there now to ask me question for that. I'm asking you a question because it's a problem. You should have condemned this. Les journalistes sont là pour réguler l'opinion, pour réguler la société. La loi ne permet pas à un ministre de nommer les responsables des partis politiques. Dans cette décision, je vous en prie, professeur Jean Baïbek, le ministre s'appuie sur les problèmes internes au sein des formations politiques pour prendre ces décisions, pour motiver le choix qu'il fait de procéder à la désignation de certains responsables politiques au sein des formations concernant l'UPC et d'autres formations politiques. Vous confirmez encore que vous êtes contre l'UPC. Parce que vous cherchez à défendre ce qui est archi faux. Est-ce que c'est la solution que la loi prévoit quand il y a conflit dans un parti politique? C'est de nommer à l'intérieur? Non! Vous connaissez la loi Noufélé Babila. Mais vous entrez dans la logique de l'antispécisme universel au Cameroun. Vous détestez tous. All of you are against UPC. Parce que c'est l'UPC. Vous êtes jaloux que l'UPC a conquis la plus grosse résultat politique que nous avons, l'indépendance. Que l'UPC a proposé qu'on se réunisse, vous avez honte aujourd'hui que l'UPC a dit qu'on précède la réunification à l'indépendance. Vous avez fait l'inverse. Et 50 ans après, vous avez échoué. Mais ce sont des... Et pour cette honte, nous fêlons, vous êtes tous, vous, vos bergers, vos chiens, contre l'UPC. Mais vous appuyez ce ministre. Ce sont des UPCistes pourtant qui vont rencontrer les membres du gouvernement pour se présenter comme secrétaire généraux de l'UPC et demandent au gouvernement de trancher, d'arbitrer. Comment vous ignorer la responsabilité des militants de l'UPC dans les multiples tendances qui existent aujourd'hui et où chacune revendique plus ou moins une proximité soit avec le gouvernement, soit avec une UPC fondamentaliste, soit avec d'autres orientations idéologiques de l'Union des populations du Cameroun. Vous me confortez dans ma position, vous cherchez encore. Parce que la méthode est une méthode néocolonialiste connue. On va prendre une souris qui crie dehors, on lui dit de porter le rouge. Elle dit qu'elle fait l'UPCisme. Or, on connaît les principes de l'UPCisme. C'est la fraternité, c'est la vigilance, c'est la fermeté. Un type qui manque de fermeté, qui manque d'honnêteté de venir à la réunion de l'Assemblée générale, convoqué avec l'aval de l'État, surveillé par l'État, les résultats reconnus par l'État. Tout d'un coup, un type nomme dedans. Et vous tous là, vous êtes avec ce type. Prof, you're pointing accusing fingers. Après, vous dites que le régime est mauvais. C'est vous qui êtes d'abord mauvais, Babila. What about the divisions in the UPC? What about the infighting in the UPC? Because you're pointing accusing fingers at everybody except the divisions, except the militants and the officials of the party. Why are you people divided? The solution of division inside is nominated on. Why are you divided in the first place? Okay. Why the division? I will answer you, the division. Vous connaissez la pire division qu'on a eu dans ce pays, dans un parti politique, ce qu'elle a donné. Vous savez que dans ce pays, un parti politique qui avait un problème de bicéphalisme a abouti sur un push raté qui a fait 1000 morts. Vous ignorez qu'un parti, le SDF, pour les divisions, allé dans un congrès, on est sorti avec des morts. L'UPC est divisé, d'accord. Vous avez entendu qu'on est mort pour ça. Why the division? That's the question. Je dis que c'est pire chez toi dans le SDF. Why the division? I don't belong to any. Non, les divisions sont... But I'm asking the question, why the division in the UPC? Why the division? Ce n'est pas les divisions, c'est les tendances. Les tendances dans un parti démocratique sont historiques comme la terre. C'est normal qu'il y ait des concurrences, qu'on s'affronte, mais il y a quelque chose qui ne change pas, on respecte les lois. Alors, professeur... Et la loi n'autorise pas un ministre de nommer
Et si vous êtes là, les journalistes, vous supportez les décisions d'un ministre qui a nommé, Professeur. c'est vous le problème de la société. We are not supporting anybody. Professeur Jean-Baptiste. Vous supportez parce que vous venez ici défendre ça. We are putting the information on the table for you to explain. Non, Babila, For you to explain. chez toi là-bas, on est en guerre pour l'injustice. Et tu viens ici défendre qu'un ministre viole la loi. Professeur Toi, tu Jean-Baptiste. défends ce ministre. I'm not Et defending il faut anybody. qu'on mette la justice là-bas. I'm not defending Professor anybody. Jean-Baptiste. Now let me come back No, to you are doing what? let me come back to That is what you are doing. let me come back to the C'est question ça le on problème the rejection fondamental. of the Le list. problème n'est pas celui de l'UPC, des gens de l'UPC. Le problème est celui du respect de la loi en République. Professeur. Et Professeur Marie- aucune loi n'autorise un ministre à nommer à l'intérieur des partis. Professeur Jean-Baptiste. Ce que la loi Vous rappelez- autorise, c'est qu'il reconvoque en congrès, c'est qu'il les réconcilie. Alors, Mais il ne nomme pas à l'intérieur. Professeur. Et il prend quelqu'un qui n'a même pas les caractéristiques d'un UPC, il vient le nommer. Professeur Jean-Baptiste, vous précisez qu'on est en République et que les lois doivent être respectées. Est-ce qu'il est possible que cette décision du ministre soit attaquée? Elle avait été attaquée. Tu sais ce qu'il a fait et c'est pourquoi que vous êtes complice. Donc vous ne suivez même pas. Vous venez l'appeler étendue, vous commencez à parler d'une affaire qu'on n'a pas suivie. Elle avait été attaquée. Oui. Le procès a commencé. Oui. Les tendances de la décision étaient annoncées qu'il va perdre. Il les a appelés. Il leur a promis d'enlever ça. Mais il les a floués. Maintenant, il a réussi ça. Parce que le notre direction élue a quelques dissensions internes et quelques problèmes de faiblesse. Mais ce n'est pas un problème dans un parti historique. Il y a une période où on a une direction faible. Et ce n'est pas parce qu'on a une direction faible qu'on va violer les lois. Et ce qui est grave dans ça, c'est que dans une violation de la loi, vous vous mettez en coalition avec un ministre violeur de la loi, au lieu de condamner le viol de la loi, vous commencez à le suivre et vous commencez à dire qu'il y a 2 secrétaires généraux de l'UPC. Professeur Jean-Baptiste, sur le fait que Elekam ait rejeté des listes de l'UPC, que les décisions de justice sont venues confirmer ce rejet, là où il y a eu 2 listes venant des tendances différentes de l'Union des populations du Cameroun. Comment appréciez-vous l'arbitrage au niveau de la justice? Mais je vous ai répondu, je veux dire que tout le monde qui est contre l'UPC, y compris Elekam en chef. Parce que Elekam veut dire qu'il ne connaît pas 35 noms. Parce qu'il y a 35 partis qui compatissent là-dehors, qui ont déposé le dossier. Elekam est incapable de connaître les 35 chefs des partis qu'ils ont investis. Au-delà de ce que le ministre va lui dire, Elekam ne peut pas vérifier que les 35 noms des chefs de parti dérivent des 35 dernières assemblées générales où ils sont chefs. Elekam a fait ce que vous faites. Vous comprenez pourquoi? Ce n'est pas de la paranoïa. Quand je dis que vous êtes contre l'UPC. Même Elekam. Parce que Elekam devait simplement, ne devait même pas recevoir les listes signées par celui qui n'est pas venu du Congrès. Parce qu'en République, il y a les ministres 7, mais au-dessus des ministres, il y a les lois. Il y a les avocats là-bas. Il y a les hommes de culture là-bas. Je ne comprends pas pourquoi ils reçoivent seulement. Ils ont fait ça même dans le RDP sans qu'on s'en bat. Ils ont reçu des listes qui n'étaient pas par celui qui investit, qui étaient les listes des gens locaux. Mais il y a une loi. Parce que quand on sort d'un congrès, on dépose 2 choses importantes à l'administration territoriale. On dépose votre nouvelle direction. On dépose les textes qui vous régissent. Et les candidats lisent les textes qui régissent chaque parti pour voir qui investit. C'est pourquoi en Consamba, il ne doit pas rejeter dos à dos 2 listes. Il ne prend simplement pas une. Que celle-là aille se plaindre. Mais il ne prend même pas. After the rejection of your list in the Nyon and Kele division, what do you think about the political future of the UPC in that stronghold of the party? Vous voulez savoir ce que votre question... De l'avenir de l'UPC après le rejet de ces listes
dans une circonscription électorale aussi importante que celle d'Union Ekele? Non, l'avenir de l'UPC est lié au fait que, du point de vue idéologique, du point de vue de l'histoire, et du point de au moins sur ces deux points de vue, l'UPC est le seul parti qui a un bilan. Vous n'avez pas de bilan. Ce que vous faites là, nous on a fait ça, nous on a fait la guerre, on sait qu'il faut des motifs pour faire la guerre. Vous êtes allé en guerre parce que vous ne connaissez pas. Vous êtes léger, vous avez été léger. Si vous avez bien pensé, si vous n'avez demandé, je ne vous aurais pas conseillé d'aller en guerre pour ça. On ne part pas en guerre pour un motif léger. Who has gone to war? Nous, je t'ai dit d'abord, nous on a fait 3 fois la guerre. Donc moi, je n'ai pas honte d'assumer ça. Je n'ai pas honte d'assumer parce que nous, on a une histoire. Nous, on a pensé le Cameroun. Et tout ce que vous racontez là, l'UPC est le seul parti que les gens portent dans le cœur. Les autres, vous portez vos partis là dans les ventres. Et on sait que ce qui est dans le ventre, une fois on fait caca, ça sort. On va voir si vous allez survivre à vos leaders. Nous, on a survécu à où? On a survécu à Moumié. On a survécu à Osende. On a survécu à Kingé. On a survécu à Ndé Toumanza. On a survécu à Rwandais. Et qu'est devenu cet Et on héritage? survivra. Et qu'est devenu cet héritage? Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est du pipeau. Et qu'est devenu l'héritage de l'UPC? Qu'est devenu l'héritage aujourd'hui de l'Union des populations du Cameroun? L'héritage de l'UPC, c'est l'héritage du Cameroun, parce que c'est l'histoire du Cameroun. C'est elle qu'on va enseigner. C'est la résistance contre la colonisation. C'est tous les conflits sur le principe de la réunification. C'est l'intérêt de la réunification. C'est le futur. L'Afrique qu'on va construire, les États-Unis d'Afrique noire, sur la base de l'école de Mandela, Cheikh Anta Diop, Nkrumah. C'est ça l'héritage du l'UPC. Vous n'avez pas l'héritage. La preuve, elle a disparu. Qu'est-ce devenu son truc? Comme disait De Gaulle, son machin. Professeur, sur... Laisse-moi répondre. Qu'est devenu son machin? Vous comprenez? Le même sur le PDC, qu'est devenu son machin quand Oufouette est mort? Vous n'avez pas d'âme. L'UPC est l'âme immortelle. Mais on peut passer, avant 90, on a passé 20 ans de clandestinité, d'inexistence. Ce n'est pas un problème pour traverser le vide. Mais les idées sont seulement fortes, qu'elles sont difficiles à dissoudre. Sur les problèmes... On se dit plutôt, nous allons reconcentrer, rééduquer tous les Camerounais à l'idéologie fondamentale de l'UPC. Est-ce que les problèmes... Peut-être que cette période-là va nous servir. Pendant que vous entrez dans la mangeoire, parce que c'est votre but, non? Allez dans la mangeoire. Ce n'est pas que nous, on n'a pas faim. Mais, pour l'intérêt de la République, on peut supporter encore. Professeur, est-ce que les difficultés auxquelles l'UPC est confrontée aujourd'hui et depuis plusieurs années ne sont pas liées au fait que cette formation politique, à la différence de tous les autres partis nationalistes qui ont lutté pour l'indépendance de leurs États, est-ce que ce n'est pas lié au fait que l'UPC n'a pas pu prendre le pouvoir au moment de l'indépendance en 1960? Peut-être, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas forcément ça. Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que je vais vous dire? Est-ce que c'est lié à la prise de pouvoir? Mais l'UPC... Ce qu'on a vu avec les autres formations politiques, au Congo, en Algérie... L'UPC fut fondé pour libérer le Cameroun, le réunir, le libérer et donner le standard de vie. C'est pour ça que l'UPC est fondé. Peu importe à qui le pouvoir irait. C'est pourquoi je peux penser que moi j'étais content d'entendre Kamtou dire ici qu'il n'est pas né avec l'inscription sur sa figure président. Et que l'essentiel c'est que le Cameroun arrive à un consensus et se développe. Peu importe celui qui a le pouvoir. Jean Baïbek, c'est vers ça que nous devons pouvoir aller. Professeur Jean Baïbek, aujourd'hui, est-ce que le Cameroun est en train d'aller vers ce consensus après ce grand dialogue national qui a été convoqué durant une semaine à Yaoundé ou dans